Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Parmi les titres qui seront développés dans votre JT ce soir, CMRC mode d'emploi. Depuis le 1er janvier 2024, la Principauté s'est dotée de sa propre caisse de retraite complémentaire. Qu'est-ce que cela change? Qui est concerné? Bertrand Crovetto, directeur des caisses sociales de Monaco, nous éclairera à ce sujet. Ce 21 mars coïncide avec la journée mondiale de la trisomie 21. À Monaco, de nombreuses structures permettent à ces personnes porteuses de cette anomalie génétique de s'épanouir et de s'intégrer dans la société. Reportage à suivre dans quelques instants. Dans ce journal également, la Monaco Ocean Week se poursuit avec des engagements pris en faveur de la protection de l'océan et un livre présenté à l'occasion de cet événement, Monaco et la mer, qui revient sur les richesses marines de la Principauté. En basket, l'excellente série de la Rocket Team en Euroleague a pris fin hier après la défaite des Monégasques face à Milan. Et puis restez bien avec nous car en fin de JT, nous recevrons Sophie Forte, la comédienne, humoriste, écrivaine, présente au Théâtre des Muses sa pièce sur le film. La Caisse monégasque de retraite complémentaire est active depuis le 1er janvier 2024. Quelles sont ses règles? Comment est-elle gérée et qui est concerné par ce dispositif? Pour le savoir, nous avons contacté le directeur des caisses sociales de Monaco. Il est en duplex avec nous. Bonsoir Bertrand Crovetto. Bonsoir Émilie Rousseau. La création de cette nouvelle caisse est le fruit d'un long projet qui a été initié il y a quelques années déjà. Oui, plus de 10 ans. Depuis 2013, les partenaires sociaux ont souhaité que le régime de retraite complémentaire soit rapatrié en Principauté. Mais cependant, il s'agit d'un projet de longue haleine, puisqu'il fallait voir si le nouveau régime, au-delà de cette volonté, était viable et solide à terme. Et ça a donc nécessité un grand nombre d'années d'études qui ont fini par conclure à la viabilité, à la solidité de ce régime. Et donc le gouvernement monégasque a manifesté sa volonté de quitter le régime archo-agirc pour pouvoir créer une nouvelle caisse en Principauté. Qu'est-ce que cela change concrètement pour les salariés et les retraités ? Alors, concrètement, pour les salariés, depuis le 1er janvier 2024, ils sont donc affiliés à la CMRC, qui est le nom de la nouvelle caisse, la Caisse monégasque de retraite complémentaire. Et en ce qui concerne les retraités, ils restent concrètement affiliés au régime Agirc-Arrco. C'est-à-dire que c'est l'Agirc-Arrco qui continue à leur verser leur pension, mais Monaco ne les a pas oubliés puisqu'il y aura une prestation de bonification qui leur sera versée en fin d'année, chaque année, si la valeur du point Archo-Agirc est inférieure à la valeur du point CMRC, ce qui, dès 2024, est le cas, puisque la valeur du point CMRC est supérieure de 5,7% à la valeur du point Archo-Agirc. Actuellement, combien de personnes sont concernées ? Alors, il y a évidemment plusieurs catégories de personnes qui sont concernées. Vous avez d'abord 7400 employeurs qui avant faisaient leur déclaration auprès de l'AMRR, l'AMRR étant l'antenne monégasque de l'Archo-Agirc. Et ensuite, nous avons 34 000 retraités actuels, donc qui resteront, comme je vous l'ai dit à l'instant, auprès du régime Archo-Agirc. Il y a les 56 000 actifs qui désormais cotiseront à la CMRC, et puis, et ça a été un travail énorme, et je voudrais en profiter pour remercier les services des caisses de ce travail colossal, il y a les 200 000 salariés qui se sont succédés en Principauté de Monaco depuis que le régime complémentaire a été instauré en Principauté dans les années 60, et qui n'ont pas encore liquidé leur pension. Et ces 200 000 personnes qui ont peut-être quitté Monaco depuis longtemps, eh bien, ils viendront auprès de la CMRC pour liquider leur point retraite. Voilà, donc en tout, si on rajoute tout, ça fait environ 300 000 individus concernés. Une question peut-être que tous les téléspectateurs se posent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des démarches à réaliser ? Alors, il n'y a pour les retraités aucune démarche. Pour les salariés, aucune démarche. Tout cela est géré au niveau des employeurs. Maintenant, évidemment,
il y a des démarches à faire pour les personnes qui veulent liquider leur pension. Et les personnes qui veulent liquider leur pension ne vont plus auprès de l'AMRR, mais viennent désormais pour liquider leur pension, ils viennent dans les services des caisses, et donc c'est donc auprès de la CAR et de la CMRC qu'ils vont donc déposer leur demande de pension. Et bien évidemment, toutes les personnes concernées par cela peuvent se rendre soit à la caisse sociale de Monaco ou sur le site officiel. Exactement, c'est ce que j'allais rebondir sur votre question en disant nous avons également un site. Alors il y a le site institutionnel des caisses sociales de Monaco, mais nous avons depuis quelques mois développé un site dédié à la retraite complémentaire qui s'appelle inforetraite.mc, et là il y a des FAQ et toutes sortes de renseignements pour que ce soit le plus clair possible pour les salariés, les futurs retraités, toutes les personnes qui sont en fait concernées par ce splendide projet pour Monaco. Bien, merci beaucoup Bertrand Crovetto de nous avoir éclairé au sujet de cette caisse monégasque de retraite complémentaire sur notre antenne. On a bien noté toutes les informations à retenir concernant cela. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie infiniment. Nous sommes aujourd'hui le 21 mars, une date qui coïncide avec la journée mondiale de la trisomie 21. Nous avons voulu savoir ce soir comment les personnes porteuses de cette anomalie génétique évoluent au sein de la société et s'épanouissent aussi bien personnellement que professionnellement. Exemple ici même à Monaco, dans ce reportage de Yannick de Bever et Olivier Bonello. Oui, absolument. 8h30 au centre d'activité Princesse Stéphanie. Bonjour Sandra, moi c'est Yannick. Une trentaine de travailleurs se réunissent en salle de vie autour d'un café. Et parmi eux, Sandra, porteuse de trisomie 21. Du haut de ses 50 ans, elle fait partie des plus anciens éléments de la MAPI, l'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée. Tous ces secrétaires sont très gentils aussi, tous. Même si Ingrid aussi, tous. Même la chef, elle est gentille. Eh oui, chef de service, mais oui. Plusieurs métiers sont proposés par l'AMAPI, encadrés par des éducateurs spécialisés. Les bénéficiaires sont des salariés qui répondent à des commandes de clients extérieurs. Sandra, elle, est spécialisée dans l'échenillage, un métier qui demande beaucoup de précision et de rigueur. Moi, je suis championne du monde de l'échenillage ici. Ce qu'on remarque par rapport aux personnes qui sont porteuses de trisomie 21 ici à l'AMAPI à Monaco, c'est déjà qu'elles sont très concentrées sur leur travail. Elles adorent ce qu'elles font, elles sont capables de nous dire ce qu'elles aiment faire, ce qu'elles n'aiment pas faire. Elles ont aussi une capacité à s'isoler un peu de tous les événements un peu indésirables qui pourraient venir les perturber. Donc en ça, ce sont des personnes vraiment très intéressantes sur l'efficacité au travail et aussi la diversification parce qu'elles sont capables de faire énormément de choses. En plus des activités professionnelles, les bénéficiaires de la MAPI participent à des activités sportives et artistiques. Mais moi, la danse, j'aime bien la danse aussi. Elle danse avec même beaucoup d'énergie, comme si elle canalisait beaucoup de choses autour d'elle dont elle n'a pas forcément conscience. Et ça se manifeste. Et elle communique sa chaleur humaine, en fait, son rayonnement. La trisomie 21 représente moins de 5% des cas de handicap à Monaco. Sandra, comme toutes les personnes atteintes de handicap en principauté, bénéficie dès la naissance d'un programme d'accompagnement personnalisé. Une aide précieuse et indispensable pour les familles. Ça a beaucoup évolué ces dernières années. Ça a commencé avec un texte, une ordonnance souveraine en 1991 qui a permis de réglementer la reconnaissance du handicap. Mais ce qui est vraiment l'avancée majeure, c'est la loi de 2014 qui a permis aussi de faire des plans d'aide à la compensation et surtout de les financer. Parce que sans financement, vous n'arrivez à rien. Et voilà. Et on a cette grande chance d'être vraiment au plus près des besoins. Que ce soit l'accompagnement médical, que ce soit l'accompagnement éducatif, que ce soit l'accompagnement à domicile aussi, pour ceux qui le nécessitent.
Le développement de ces aides ne cesse de croître, en témoigne le plan national Handipact lancé par le gouvernement Princi en décembre dernier. Le Handipact, c'est vraiment l'objectif, faire de Monaco une terre d'excellence en matière d'inclusion des handicaps. La journée mondiale de la trisomie 21 a une vertu principale, c'est de faire parler de la trisomie 21 et de faire parler du handicap. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, faire connaître, expliquer qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut intégrer, ça participe à faire en sorte que les personnes atteintes de handicap soient mieux intégrées dans la société et qu'elles prennent toute leur place, qu'elles soient incluses dans la société. Et c'est tout l'enjeu du Handipact. Les progrès médicaux et sociaux ont permis de faire passer l'espérance de vie des personnes atteintes de trisomie 21 de 25 ans en 1983 à 60 ans aujourd'hui. Une évolution qui nécessite dans un avenir proche une nouvelle adaptation des sociétés et des établissements d'accueil pour que, comme Sandra, tous les porteurs de trisomie 21 puissent continuer de danser et transmettre leur gaieté le plus longtemps possible. Marc Lecourt, reconduit pour un nouveau mandat, les membres de l'association des consuls honoraires de la Principauté de Monaco l'ont réélu président de l'ACHM hier. Cette actualité est l'occasion d'évoquer notamment les futures actions de l'association. Marc Lecourt est au micro de Christine Datomel. On a quelque chose qui est peut-être un peu différent cette année, c'est qu'on va organiser un voyage qui sera fait par un membre de l'association. Ce n'est pas du tout un voyage touristique, c'est un voyage qui permettra au consul de présenter le pays qu'il représente, mais ça permettra aussi aux membres de la CHM de se faire reconnaître, de reconnaître l'existence de cette association et en même temps de faire la promotion de la principauté. Quelles sont, selon vous, les qualités que vous devez avoir pour occuper ce poste ? Être sérieux, mais jamais se prendre au sérieux. Je crois que c'est la chose importante, être à l'écoute des gens, être à l'écoute des consuls qui ont un rôle un peu particulier à Monaco parce que les ambassadeurs résident pour la plupart à Paris et donc les prérogatives du consul à Monaco sont un peu plus importantes et le président de l'association est là pour être toujours à leur écoute et leur rendre service le mieux qu'il peut. La Monaco Ocean Week se poursuit en principauté, une semaine de rencontres et de débats autour de la préservation de l'océan, qui est également synonyme d'engagement. En début de semaine, par exemple, il a été officialisé l'organisation de la Blue Economy and Finance Forum à Monaco dans le cadre de la conférence des Nations Unies pour l'océan à Nice en 2025. Hier soir, c'est la maison Chanel qui a renouvelé son soutien à la Fondation Prince Albert II pour une durée de 5 ans. Il porte sur un accord de mécénat visant des actions menées contre la pollution plastique en Méditerranée au travers de l'initiative BIMED. Toujours dans le cadre de l'Ocean Week, le Yacht Club de Monaco accueillait mercredi soir la présentation du livre Monaco et la mer, un ouvrage historique coécrit par Philippe Mondielli et Denis Allemand, respectivement directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II et du Centre scientifique de Monaco. Plus de détails avec Yannick de Bever et Alexandra Marangoni. C'est en présence du prince souverain que Philippe Mondielli et Denis Allemand ont présenté leur ouvrage Monaco et la mer, publié aux éditions Giletta. Deux scientifiques réunis pour conter l'histoire de la principauté avec sa mer. Nous avons voulu essayer de montrer la mer sous d'autres aspects, peut-être plus méconnus. Finalement, c'est plusieurs belles histoires dans ce livre. Et on explique comment finalement la cité s'est forgée avec la mer, comment elle s'est construite, et quelles ont été les avancées, les bienfaits que la cité en a retirés. C'est à la demande de la Fondation François-Xavier Maurras que cette aventure Monaco et la mer a débuté. Comme une suite logique de Monaco au fil de l'eau, paru en 2018 et déjà écrit par Philippe Mondielli. Avec l'apport de Denis Allemand sur ce livre, c'est une véritable collaboration entre la Fondation Prince Albert II et le Centre scientifique de Monaco qui s'est opérée. C'est aussi le plaisir du chercheur à découvrir l'histoire de son pays. On a épluché énormément d'archives, d'ouvrages, les journaux de Monaco du 19e siècle. Donc on a fait vraiment beaucoup de découvertes avec des anecdotes fantastiques. Imaginez qu'au 19e siècle, il y a eu une chasse aux dauphins dans le port de Monaco avec une carabine. Le dauphin a été achevé avec une hache dans le port de Monaco. C'est des histoires fantastiques. Sorti à l'occasion de la Monaco Ocean Week, l'ouvrage Monaco et la mer est disponible à la vente.
L'ensemble des recettes sera reversé et partagé entre la Fondation Prince Albert II et le Centre scientifique de Monaco. Parlons sport à présent en basket. Après 8 victoires consécutives en Euroleague, la Rocca Team est tombée mercredi soir à domicile face à Milan. Une défaite 98-80 qui ne compromet pas les chances de qualification des Monégasques pour les playoffs. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion et Thomas Deus. Fin de série pour la Rocca Team et Mike James, honoré juste avant la rencontre pour son record, irrésistible depuis 2 mois en Euroleague. Monaco avait l'occasion de s'emparer de la 2e place en cas de victoire face à Milan. Mais vidé physiquement et mentalement après l'enchaînement de 3 matchs en 4 jours, la Rocca Team a été largement dominée par des Milanais inspirés et qui ont récité leur basket. Pour son retour, Jordan Lloyd est impactant d'entrée et inscrit les 10 premiers points de son équipe. Mais Milan alterne parfaitement le tir extérieur avec un lot en feu, 15 points pour le champion du monde allemand, et le jeu à l'intérieur avec un Mirotic toujours aussi dominant. Tonut plante 2 banderilles à 3 points et Monaco rentre au vestiaire avec 58 points encaissés, plus gros total de la saison, et 14 points de retard, 58-44. Milan prend même 18 points d'avance sur cette action de grande classe de Mirotic. Monaco semble dépassé, mais va se révolter. Les Monégasques augmentent le curseur en termes d'agressivité et grappillent progressivement leur retard. Sur ce 3 points de Diallo, la Rocca Team revient à -6 sans parvenir à renverser la rencontre. Milan colle ensuite un 9-0 pour éteindre toute volonté de remontada. 98-80, coup d'arrêt pour la Rocca Team. I don't want to make too many excuses. You know, they played a great game. Defensively, we weren't where we were supposed to be. We were a little lack of energy and things like that, and miscommunication. So, yeah, you know, we don't, like Coach said, we don't want to weigh too much on it. We have another one Friday, and we've got to try to look ahead. I mean, of course, the goal is to be home court. That's the goal, and to make the playoffs. You see how close everything is, and you don't want to get ahead of yourself. So we want to stay grounded. We want to regroup. We've had a tough patch lately, but we'll bounce back. Avec cette défaite, Monaco glisse à la 5e place au classement avant de retrouver dès vendredi Valence, toujours à Gaston Médecin. Vous l'avez peut-être remarqué hier soir en levant les yeux vers le rocher à J-100 du grand départ du Tour de France depuis Florence en Italie. Le palais princier s'est illuminé en jaune, tout un symbole quand on sait que la 111e édition s'achèvera le 21 juillet sur la Côte d'Azur avec un contre-la-montre reliant Monaco à Nice. Il est temps à présent d'accueillir notre seconde invitée. Elle est humoriste, comédienne et écrivaine. Sophie Forte est sur la scène du Théâtre des Muses jusqu'à la fin de semaine pour présenter sa pièce qu'elle a écrite il y a près de 20 ans maintenant, mais qui reste intemporelle. L'histoire d'une erreur téléphonique qui se transforme en accident du destin. Bonsoir Sophie Forte. Bonsoir Émilie. Merci d'être notre invitée. Vous êtes donc à Monaco pour présenter Sur le fil au Théâtre des Muses. C'est une comédie romantique dont le point de départ est une banale erreur téléphonique, c'est ça ? Absolument, c'est tout à fait ça. Ce sont 2 personnes qui se parlent beaucoup sans se voir et qui petit à petit se plaisent seulement avec la voix et avec leur humour et les propos qu'ils tiennent, et petit à petit ils arrivent à se connaître de mieux en mieux. Mais se connaissent-ils vraiment ? Voilà, c'est une relation qui s'installe par téléphone. Il y a un jeu de séduction aussi qui se crée, où la réalité n'a peut-être pas sa place, hein. Non, au début, la réalité n'a pas sa place. Ce sont plutôt 2 solitudes qui se rencontrent, en fait, avec des gens qui n'osent pas être vraiment qui ils sont. Donc, il va se passer tout un tas de choses qui font que la réalité de leur personnalité ne se perce pas à jour tout de suite. La mise en scène est aussi particulière, mise en scène signée Anne Bourgeois. Finalement, elle dévoile une conversation aveugle, hein. Oui, c'est ça, c'est une conversation aveugle. Ce sont 2 personnes qui ont tous les 2 des failles et qui tentent de les cacher. Mais c'est une pièce qui ne sombre jamais dans les clichés. Je sais pas, c'est difficile d'échapper aux clichés en fait. Tout a été plus ou moins dit ou fait, et puis il y a toujours des grandes lignes. Surtout quand on fait une comédie romantique, en fait on parle d'amour. Quoi qu'il en soit, on parle surtout du rapprochement et de comment s'apprivoiser, et surtout apprivoiser nos problèmes, nos propres souffrances, nos propres douleurs.
C'est ça le message de la pièce, une pièce intemporelle, elle a presque 20 ans. Oui, alors c'est une pièce que j'ai écrite il y a 20 ans, effectivement, qui s'est jouée d'ailleurs pendant 5 ans. Et en fait, elle a évolué avec nous puisque nous avons vieilli. Donc, j'ai dû la réécrire pour nos âges. Et puis finalement, en la réécrivant, j'ai trouvé d'autres choses qui m'ont intéressée. C'est-à-dire que le personnage féminin a beaucoup évolué. Voilà, il n'est plus aussi naïf qu'au début. Est-ce que cette pièce porte aussi un regard sur nos nouvelles manières de communiquer, dont une relation s'installe ? Oui, alors effectivement là il s'agit du téléphone, on n'est pas sur internet et puis c'est pas une relation qui est voulue au départ, qui est recherchée, mais oui bien sûr, parce que comme on le disait tout à l'heure avec Antea, on en parlait, on disait que les relations aujourd'hui étaient facilitées par tous les réseaux sociaux et par tous les moyens nouveaux de communication. Elles sont facilitées, mais aussi quelque part elles sont moins faciles qu'avant, elles sont peut-être je sais pas, c'est aussi quelque chose qui nous bloque. On se rencontre pas comme on se rencontrait avant aujourd'hui. Je vois bien les jeunes gens, même s'ils ont des copains, tout ça, ils cherchent sur les réseaux. Et puis c'est toujours un peu virtuel, bien évidemment. Vous l'avez précisé, vous êtes l'auteur, Sophie Forte, de Sur le fil. Qu'est-ce qui vous a motivé à passer à l'écriture ? Ah, mais moi j'ai toujours écrit. Alors en fait, j'écris depuis que je suis toute petite, depuis que je sais tenir un stylo. J'étais une enfant unique et je m'ennuyais beaucoup. Alors j'écrivais énormément et puis j'écrivais déjà des petites scènes, des petites pièces que je faisais jouer à des copains. J'écrivais des nouvelles, des chansons, tout ça. Et en fait, l'écriture a toujours fait partie de ma vie. Alors j'ai une période où j'ai fait des études qui étaient très différentes d'architecture, mais l'écriture était toujours là. Et petit à petit, je me suis dit qu'en fait, je ne pouvais pas vivre sans exploiter ça. Et donc, je suis venue à Paris et j'ai toujours écrit. Alors, au début, j'ai écrit des sketchs. J'ai été connue pour mes sketchs, pour mes chansons. J'ai travaillé à la radio, à la télé avec les sketchs. Et puis, petit à petit, il y avait qu'un pas, en fait, pour aller jusqu'à l'écriture de pièces. Et maintenant, de livres aussi. Donc, j'explore toutes sortes de domaines dans l'écriture, mais la motivation est toujours la même, c'est de faire vivre des sensations aux gens, de leur raconter des histoires, de les bouleverser, de les toucher et de les faire rire aussi, bien sûr, de dédramatiser les choses aussi. Et de revenir à Monaco, au Théâtre des Muses, un lieu que vous affectionnez particulièrement. Ah oui, c'est la 5e pièce que je viens jouer ici. À chaque fois, alors d'abord j'adore ce lieu, j'adore l'accueil d'Antea, j'adore ce lieu parce que on a une proximité avec le public qui est formidable, c'est très très beau ici en plus. Et puis il y a un accueil formidable, le public est toujours là pour moi. Et d'ailleurs on va faire une supplémentaire samedi. Et on joue jusqu'au 24, on joue donc à partir de ce soir jusqu'au 24. Et je suis toujours très heureuse de venir ici, c'est comme des vacances en fait un peu. On est très heureux aussi de vous avoir sur notre antenne, sur Monaco Info, sur le fil donc jusqu'au 24, et avec Sophie Forte et Philippe Sivy sur scène. Et Philippe Sivy, oui, mise en scène de Anne Bourgeois. Tout est noté. Merci beaucoup Sophie Forte. Merci Émilie. Un petit détour par l'Italie avant de découvrir les prévisions météo. Une nouvelle exposition est à découvrir au château des Doria à Dolceacqua, si vous êtes dans le coin. Un destin aux sources de la tragédie présente des sculptures, des peintures, des photos d'artistes de différents horizons réunis par l'Association internationale des arts plastiques de Monaco auprès de l'UNESCO. Cette exposition qui entre dans le cadre du jumelage de la commune de Dolceacqua avec la principauté est à découvrir jusqu'au 2 avril prochain. Rejoignons Frédéric et Lyon pour vos prévisions météo. Bonsoir Frédéric, quelle est la tendance pour la journée de vendredi ? Encore une belle journée printanière, Émilie, avec du soleil. Le ciel sera bien dégagé le matin, puis un peu plus voilé l'après-midi. Les températures seront comprises entre 11 et 19 degrés avec une température ressentie de 23 l'après-midi. Vendredi 22 mars, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à toutes les Léas. Une pensée donc à toutes les Léas. Ce journal est à présent terminé. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana qui mettent en valeur ce soir un joueur qui est devenu dernièrement le meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague et qui a été honoré hier soir à Gaston-Médecin. Je veux parler bien sûr de Mike James. Demain, retrouvez Yannick Debevert pour votre JT. Passez une excellente fin de semaine sur Monaco Info.